Alors ensuite, dans les travaux qui sont les nôtres, et parmi nos missions, il y a aussi la diffusion de la réflexion éthique, non pas de la pensée, mais de la modalité de réflexion. Et la réflexion éthique, c'est essentiellement de la résolution de cas complexes. Et des étudiants, lycéens, avec leurs enseignants, je sais que deux sont ici présents, et je vous invite à venir, mesdemoiselles lycéennes devenues jeunes étudiantes et vos professeurs, si vous voulez bien les accompagner, avec Delphine qui est à l'origine de cette initiative. Venez, venez, venez. Vous allez pouvoir nous expliquer pourquoi il était important pour vous que cette diffusion de la culture éthique se fasse dès l'âge du lycée. Alors d'abord, Delphine Delahaye qui est sage-femme aux Hospices civils de Lyon, qui est une ancienne étudiante de cet enseignement d'éthique en santé et qui s'est dit que concrètement, elle pouvait la mettre en place dans sa pratique. Je vais vous dire en une minute comment. Et puis ensuite, elle a rencontré une enseignante qui s'est dit « mais c'est vrai, ça pourrait être utile aussi dans ma pratique ». Et donc, c'est devenu un projet d'un lycée avec des enseignants et le soutien d'un proviseur et puis des étudiants et étudiantes, enfin des lycéens et lycéennes très impliqués puisque après avoir travaillé une année sur un des thèmes qu'on leur avait proposé. Alors, l'intelligence artificielle a été proposée, ça ne va pas emballer immédiatement. Le début de vie, milieu de vie, fin de vie, toutes nos questions de santé, pas plus. Et le consentement, là ça a été carton plein, n'est-ce pas, mesdemoiselles? Et le consentement, eh bien, a été le thème elles ont choisi de travailler tout au long de l'année. Donc je donne la parole à Delphine sur pourquoi, comment l'éthique dans le soin et jusqu'au lycée. Ensuite, pourquoi un projet de lycée? Et enfin, vous nous direz ce que vous en avez tiré par votre travail au cours de toute l'année. Donc moi je suis sage-femme et je travaille au diagnostic anténatal, donc vous pouvez imaginer que génétique, malformation, handicap, interruption de grossesse, les réflexions éthiques, c'est mon quotidien. Voilà, donc pourquoi le début d'éthique et pourquoi mon investissement par la suite aussi en comité d'éthique des hospices. Et puis par rapport au lycée, oui, c'est une rencontre avec des professeurs, avec dans le programme du lycée la bioéthique, et on a trouvé intéressant de pouvoir montrer aux étudiants, enfin aux lycéens, que l'éthique c'est pas que des concepts, la philo c'est pas que des concepts, c'est aussi au quotidien, et avoir des exemples concrets avec des échanges d'expériences avec des professionnels, voilà, ça leur permettait de peut-être mieux appréhender des concepts un peu généraux qu'ils peuvent rencontrer au lycée. On a commencé petit avec quelques élèves, une cinquantaine d'élèves de terminale, une année pendant 2h30, et puis de 2h30 c'est passé à 3h, et puis on s'est dit que c'était un peu frustrant de se contenter de ça. Et donc on a un peu élargi après le concept pour faire un travail sur une année avec des lycéens qui nous ont demandé mais pourquoi, parce que la parole des jeunes et leur avis compte aussi pour la vie. Voilà. Merci beaucoup Delphine. Alors maintenant, pourquoi se saisir de ce sujet au sein d'un lycée? Pourquoi? Je pense que Delphine a déjà dit beaucoup de choses. C'est vraiment né d'une rencontre, ça s'est fait de manière très modeste au début. Et puis on était vraiment frustrés de ne pas pouvoir passer plus de temps avec les élèves pour creuser les notions dans une approche éthique. Et puis donc c'est le programme, comme elle a dit. Alors moi, en ce qui me concerne, c'est quelque chose qui relève aussi de ma conception de la philosophie. Faire une philosophie très abstraite qui s'interroge jamais sur le réel tel qu'on peut le vivre, l'éprouver, c'est pas trop ce qui m'intéresse. Et d'autant plus au niveau de la terminale, on a des élèves qui découvrent à peine la philosophie. Donc voilà, c'est une manière de leur faire pratiquer la philosophie en acte. Et ils ont pu faire de belles productions l'année dernière. C'était vraiment un beau travail. Merci beaucoup madame. Et alors justement est venu le moment de rendre compte, puisque vous êtes les représentantes de 80 lycéens à peu près, hein, 3 classes réunies qui le mercredi travaillaient
sur ces sujets tout au long de l'année. Vous en avez fait une synthèse. Et là, vous allez nous faire la synthèse de la synthèse, parce que vous n'avez pas une après-midi, mais un quart d'heure qu'on vous laisse volontiers. Vous pouvez vous asseoir si vous préférez, être debout si vous préférez. Mettez le micro près. Mesdames, Messieurs, le consentement. Cette notion, qui semble bouleverser nos sociétés actuelles, est un sujet complexe, lourd et omniprésent, souvent polémique, souvent incompris, souvent oublié. Car si l'on pense au consentement lorsque l'on parle du procès de Gérard Depardieu ou des affaires de Taram, il faut néanmoins y penser lorsque l'on s'inscrit sur un réseau social ou encore dans l'héritage de culture, de croyances, de religion. Consentir, est-ce seulement dire oui? Peut-on refuser de consentir? Il faudrait écrire un livre pour expliquer le consentement ainsi que tous ses domaines d'action. Voyez donc ce discours comme une synthèse de ce livre dans ses notions les plus globales, vécues par une adolescente bercée par cette notion les plus petites. Tout d'abord, il semble indispensable de définir ce consentement. On parle de consentement libre et éclairé. Libre, c'est-à-dire en l'absence de contraintes, l'expression d'un choix volontaire pour toutes les personnes concernées, et éclairé, c'est-à-dire précédé par une information, pour que l'individu prenne la décision de consentir, ou non, en toute connaissance de cause. Ce consentement libre et éclairé est au cœur de problématiques actuelles, et c'est ce dont je vais parler maintenant. Le Code pénal a pour but de protéger chaque individu, et plus spécifiquement les personnes vulnérables, de tout abus frauduleux de consentement. Cependant, on nous parle dans ces textes de mineurs, de personnes malades, infirmes, déficientes. Mais qu'en est-il des personnes qui ne rentrent dans aucune de ces cases? Le droit embrasse-t-il réellement toutes les situations, si diverses puissent-elles être? Car on demandera toujours à une victime pour viol si elle a bel et bien dit non. Mais est-ce réellement la seule manière d'exprimer son non-consentement? Eh bien, techniquement, en droit, oui. Pour que la définition précise soit connue de toutes et tous, je me permets de vous la donner. Selon l'article 222-23 du Code pénal, il s'agit, je cite, de tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise. Retenez bien ces quatre termes, violence, contrainte, menace, surprise. Ainsi, la question du gendarme qui dira à cette victime « Vous êtes sûr que vous avez bien dit non, que vous lui avez dit d'arrêter ?» semble quelque peu dérisoire au vu de la définition. Car imaginez-vous choqué, abasourdi, menacé ou surpris. Oserez-vous seulement dire non? Et même si vous le vouliez, en seriez-vous capable physiquement? C'est donc tout le paradoxe du droit. En effet, voyez-vous Madame Gisèle Pellicot en face d'un juge ou d'un gendarme qui lui demanderait si elle a bel et bien dit non aux 51 hommes ayant souillé son corps par leur égoïsme, leur irrespect, leur manque cruel de responsabilité? Je me permets de rappeler rapidement les faits, bien que vous en connaissiez tous très probablement les tenants et aboutissants. Son mari de 71 ans a usé de la soumission chimique pour violer sa femme, Gisèle Pellicot donc, inconsciente, à plusieurs dizaines d'hommes. Pendant près de 10 ans, la victime a subi plus de 80 viols à son insu. 51 hommes ont été identifiés et ont donc comparu aux côtés de Dominique Pellicot lors du procès se déroulant du 2 septembre 2024 au 20 décembre de la même année. Ces violeurs, aujourd'hui âgés de 30 à 74 ans, sont tous issus de milieux différents et exercent, pour une partie d'entre eux, des professions d'utilité publique. Le verdict est tombé, Dominique Pellicot condamné à 20 ans de prison, soit la peine maximale, et les 50 autres violeurs condamnés entre 3 et 15 ans de réclusion criminelle. Mais ce procès ne marque pas seulement la condamnation d'un homme, il marque également la condamnation de l'impunité, de l'irresponsabilité, de cette supériorité masculine devenue intrinsèque à la société. Cette affaire marque un tournant pour l'évolution de la notion de viol et de consentement, puisqu'il s'agit d'un échantillon du patriarcat à l'état pur. Car Gisèle Pellicot a été soumise chimiquement par son mari. Elle n'a donc pas pu explicitement dire non. Mais au vu du droit, il ne s'agit ni de contrainte, ni de violence, ni de menace, ni de surprise à proprement parler, rappelez-vous. Le droit semble donc lacunaire, incomplet. Il semble incontestable de dire que seul un oui est un oui, certes. Mais en réalité,
Un oui ne vaut rien s'il a été obtenu par menace, violence, contrainte ou surprise. Le contrôle coercitif, c'est-à-dire l'emprise, fait donc implicitement partie de ces 4 critères, bien que compliqué à prouver pour l'employer comme argument dans un procès. En clair, si le contexte ne se prête pas à dire non, alors le oui obtenu ne vaut rien. Une femme n'est jamais réellement libre de s'opposer aux avances sexuelles d'un homme, car dans nos sociétés qui s'éveillent doucement, demeure une mœurs érigée en maxime. Seule règne la loi du plus fort, l'homme. Comment une personne peut-elle être libre dans ses relations sexuelles alors que l'homme et la femme sont structurellement inégaux dans l'ensemble de la société? Il est temps que les mentalités évoluent. Il est temps que l'on passe de la culture du viol à la culture du consentement. Il est temps que la honte change de camp, que la victime n'ait plus l'impression de ne pas être la bonne victime. Lors de plusieurs échanges avec des gendarmes, tous m'ont assuré que le viol serait plus facile à prouver, à dénoncer et à punir s'il était véritablement l'œuvre d'un inconnu sur une jeune femme seule dans une ruelle tard le soir, cliché persistant dans la société. Or, la plupart des viols sont perpétrés par une personne de notre entourage, un ami, un membre de notre famille, la personne que l'on aime. Ce dernier point semble se voir accorder un peu plus d'importance avec la notion juridique de viol conjugal, en vain. Car si l'on peut aisément penser le viol par un inconnu, il est d'autant plus difficile de l'envisager par un proche. La victime verra donc sa parole remise en cause. Elle ne sera pas prise au sérieux avec des phrases telles que « Arrête, je le connais, il ne ferait jamais ça ». Comme quoi, derrière chaque personne que l'on pense bien connaître peut se cacher un monstre. En France, une femme est violée toutes les 6 minutes. Cette donnée, complètement impensable mais pourtant bien réelle, est un cri d'alerte aux inégalités sociales et sociétales et une preuve irréfutable que la femme ne semble être qu'un simple objet pour l'homme. La justice doit changer. En 2022, ce sont plus de 270 000 victimes de violences sexuelles qui sont recensées. La même année, seuls 1200 violeurs seront condamnés. Sachant que parmi ces 270 000 victimes, on ne parle en réalité que de celles ayant eu le courage de passer la porte d'un commissariat. Ce chiffre est donc en réalité bien supérieur. Alors, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de mon discours, retenez simplement qu'il faut impérativement passer de protéger vos filles à éduquer vos fils. Et ce point ne peut se faire que par votre biais à vous, parents. Sûrement avez-vous remarqué que vous n'éduquiez pas vos fils et vos filles de la même manière. Ces futures femmes, alors qu'elles ne sont encore que de petites filles, sont victimes d'injonctions sociétales fortes et omniprésentes. T'habilles pas comme ça, habille-toi plus, sors pas seul, appelle-moi quand tu pars, appelle-moi quand t'arrives, change tes fréquentations. Dès le plus jeune âge, on apprend à la femme à accepter sa condition de victime, à se soumettre aux volontés des hommes et à agir en conséquence. Simone de Beauvoir disait « On ne naît pas femme, on le devient ». Eh bien, ces femmes en devenir doivent changer pour ne plus être le joug masculin qui les oppresse depuis si longtemps. Cet accompagnement au changement ne peut se faire que par le droit. Cependant, c'est avant tout le droit lui-même qui doit changer pour répondre à ces nouvelles problématiques. La députée écologiste Marie-Charlotte Garin, que nous avons rencontrée lors d'une agora citoyenne autour de cette question de consentement, a fait une proposition de loi le mardi 1er avril de cette année, visant à inclure la notion de non-consentement dans la définition juridique du viol pour la clarifier. Le consentement doit être libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Ce texte est, selon la députée, une première pierre jetée sur le mur de l'impunité. Cette impunité est d'autant plus importante que les victimes n'osent pas aller porter plainte, en se disant qu'elles ne sont pas les bonnes victimes, et que de toute manière, au vu du nombre infime de condamnations, leur affaire sera classée sans suite, et donc que l'enquête est trop douloureuse pour rien. Le consentement devrait donc être le 5e critère précisant la définition du viol, pour essayer de coller la loi à la réalité. Pour l'instant, la loi semble presque déconnectée de cette réalité car trop précise. On demande des preuves, alors qu'il est extrêmement rare d'en avoir, mettant très vite la victime dans une position d'infériorité face à la loi, non parce qu'elle est victime, mais parce qu'elle ne peut pas prouver qu'elle est victime. Je terminerai mon discours par une phrase de Gisèle Pellicot, résumant tout à fait cette évolution des mentalités malgré les mœurs sociétales inégalitaires. Je ne veux plus que toutes ces victimes aient honte, car quand on est violé, on a honte, alors que c'est à eux de l'avoir la honte. Je n'exprime ni ma colère, ni ma haine, j'exprime ma volonté à changer la société. Merci, maman. Et surtout, merci à vous de rapporter la synthèse de vos travaux de l'année
Vous le sentez, on est sur une génération jeune qui se prépare, qui s'interroge sur les questions dont les générations précédentes ont abordé l'organisation de la société, et ils nous interrogent sur ce qu'est la définition du consentement. Nous y reviendrons beaucoup plus profondément tout à l'heure, mais vous allez plus que précisément poser le cadre. Merci à vous. Maintenant, c'est à vous pour la suite de ce travail de synthèse. On m'a demandé de faire une plaidoirie pour ce travail-là. Et ma plaidoirie est une réponse à une autre plaidoirie à la base. Et mon point de vue ici sera de plaider sur le droit de dire oui chez les prostituées. Donc, Vous entendez. On est en train de régler ça. Alors, mesdames, messieurs, si certains plaident le droit de dire non, je plaiderai aujourd'hui le droit de dire oui, et notamment le oui dans la prostitution. On m'a demandé de plaider sur la question du consentement dans la prostitution, et à cette question, je vais en poser une autre. Pourquoi est-ce que le oui d'une prostituée fait si peur? C'est un fait. Dans une société où l'on n'arrête pas de parler de liberté, d'émancipation, d'autodétermination, il existe un domaine où, bizarrement, on n'écoute plus. Bien sûr, c'est connu, la prostituée dit oui, mais ce n'est pas un véritable oui. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle est irresponsable, elle est exploitée, elle est perdue, vous comprenez, alors il faut la sauver. Mais qui vous a nommé sauveur? Qui vous a donné le droit de parler à sa place? C'est le plus vieux métier du monde. Et dans l'Antiquité mésopotamienne, les prostituées étaient sacrées. C'est sûr que quand nous sommes sacrées, vénérées et couvertes d'or, nous ne sommes absolument pas consentantes et maltraitées. Ainsi, on me dit que la prostitution est forcément une violence. Que personne ne peut consentir à se faire pénétrer pour de l'argent. Sérieusement? On pourrait bien se faire inséminer artificiellement, tourner dans un film X, poser nu pour un photographe ou une école d'art, ou encore simuler un orgasme sur OnlyFans. Mais là, le consentement est valable. Mais quand une femme dit « je choisis de vendre une pratique sexuelle pour vivre », là ce n'est plus une femme libre, mais une victime. Victime d'une société patriarcale et capitaliste. Elle n'est pas libre, mais allons-y franchement. Quel travail nous rend véritablement libres? On peut être caissière pour 1 300 € par mois, se faire hurler dessus à longueur de journée, subir l'humiliation des clients, mais vendre 1 heure de son corps dans des conditions qu'on choisit. Là non, là c'est inhumain, là il faut l'interdire. Mais où est votre haine du pouvoir quand une femme vend ses bras dans un abattoir? Où est votre obsession du consentement réel quand des jeunes s'endettent à vie pour faire du Uber Eats sans trottinette? Tout le monde n'a pas le choix, me dit-on. Peut-être. Mais ce n'est pas une raison pour retirer celui de celles et ceux qui l'ont. Et surtout pas en les traitant comme des enfants inconscients. Parce que oui, il existe des prostituées qui choisissent, qui décident, qui organisent, qui fixent des tarifs et leurs limites. Et surtout, qui ne vous ont rien demandé. Leur corps, leur commerce n'est pas votre terrain de guerre idéologique. Les témoignages sont là. Claudine, 30 ans de rue, je cite, « Je ne supporte plus d'entendre ces dames patronesses socialistes m'expliquer que je n'ai pas choisi ma vie. » Gérard, 28 ans, je cite, « Ce qui se passe dans un lit avec 2 personnes adultes et consentantes ne regarde personne. Nous surveiller est une atteinte aux libertés. » Pire encore, l'abolition devient une croisade morale. Une bonne sexualité et une mauvaise sexualité sont définies. On ne défend plus des droits. On punit une sexualité masculine jugée sale, honteuse et détestable. Le message est clair. Jouir, c'est suspect. Payer pour jouir, c'est criminel.
Mais que faites-vous de ces pauvres personnes handicapées, pauvres personnes âgées et incels qui ne toucheront jamais plus à une femme de leur vie? Il existe des femmes, des assistantes sexuelles, en Belgique, en Suisse, au Danemark, aux Pays-Bas, qui consentent à accompagner l'intimité, la solitude, le besoin d'érotisme des personnes handicapées et âgées. Est-ce que ça vous choque aussi, ou là, c'est beau, solidaire? On me dit que la prostitution est dangereuse. Oui, parfois, comme tout travail précaire non encadré. Alors, encadrons, légalisons, protégeons pas au nom de la morale, mais au nom du droit. Et que faites-vous des clients respectueux? Que faites-vous des viols et agressions dans les rues? Celui-ci protège mieux que l'hypocrisie dans les ruelles. Pour continuer sur le droit, celui-ci montre le consentement systématique d'une prostituée. En effet, dans le contrat de prostitution, le consentement de la personne qui se prostitue est nécessaire. Dans certains pays comme en Allemagne, en Belgique, en République tchèque ou en Espagne, on n'achète pas une personne. On rémunère une pratique, une action comme un vrai travail, et surtout ce consentement est reconnu, protégé et sécurisé et respecté. Alors pourquoi en France nous voulons nier cette réalité? Et jusqu'où ira-t-on? Interdire les escortes dans les hôtels? Installer des caméras de surveillance dans les chambres pour vérifier s'il y a de l'amour ou de l'argent? Et pourquoi pas interdire la pornographie avec tant qu'on y est? Vous voulez fliquer la jouissance ou vous contenter de punir les pauvres? Alors mesdames et messieurs, j'accuse. Oui, j'accuse l'État français de mépriser le consentement des prostituées. J'accuse les abolitionnistes de parler au nom de personnes qu'ils n'écoutent jamais. J'accuse cette société puritaine de vouloir imposer une seule vision de la sexualité. Propre, docile, contrôlée, hétéronormée. Et j'accuse cette société puritaine de se cacher derrière des lois soi-disant progressistes pour briser ce qu'elle ne comprend pas, la liberté de dire oui. Alors je le dis, oui, on peut consentir à se prostituer. Oui, ce consentement est réel, réfléchi, légitime. Et oui, il mérite largement mieux que votre mépris ou votre pitié, il mérite le respect. Le droit de dire non, c'est fondamental, mais le droit de dire oui, c'est la liberté. Je vous remercie. Eh bien, nous vous remercions pour cette plaidoirie. Vous l'aviez annoncé, la contre-plaidoirie, peut-être du même procès d'ailleurs. Je ne crois pas, mais enfin, on peut imaginer que la notion de consentement soit beaucoup plus large que celle qu'on entend par le terme qui est finalement de sortir ensemble, hein, consentir. Et de sortir des émotions ensemble et de les partager, et que ce que vous nous proposez comme réflexion, qui est évidemment perturbante pour les générations que nous sommes, et plus nous sommes éloignés de vous, plus nous sommes perturbés. Moi, j'étais assis à votre place il y a 50 ans, donc vous voyez que en termes de génération humaine, il y en a quelques-unes qui nous séparent, et pourtant vous savez poser les questions. Voilà. Je ne dis pas que vous avez raison dans vos réponses. Peut-être que le temps vous aidera à les amender, à les voir différemment, à les élargir pour les éclairer d'une autre lumière, mais vous avez au moins le mérite d'abord d'avoir choisi le thème du consentement, d'avoir travaillé toute la vie. Ensuite, de l'avoir restreint à ce qui interroge, je pense, votre génération, c'est le consentement à l'acte sexuel. Et on peut comprendre avec, je dirais, votre écosystème, dans un monde qui bouge, et une des phrases qu'il ne faut jamais oublier, c'est que le futur n'est plus ce qu'il était. Peut-être que les générations qui vous ont précédé avaient des certitudes que vous n'avez plus, et vous avez peut-être des certitudes que nous n'avons pas. Nous verrons ça au fil du temps, et je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler. En tout cas, nous voulions vous remercier d'avoir pris le temps de travailler sur ce sujet, de la façon dont vous l'avez travaillé, encadré, d'avoir rencontré, vous n'avez pas tout dit, mais
des gendarmes, des procureurs, des députés, etc. Donc vous avez fait un véritable travail d'investigation de l'état de l'art, de l'état de la réflexion que portent un certain nombre de nos représentants, qu'ils soient ici pour préparer le futur ou pour assurer le présent, aux forces de l'ordre, aux forces de police et justice. Et merci en tout cas, je souhaiterais que nous vous remercions à nouveau pour tout ce Alors, au titre de l'espace de réflexion éthique, nous vous remettons à chacune un ouvrage. C'est un ouvrage qui relate le parcours de femmes inspirantes. Et comme vous étiez deux femmes, je pensais que c'était fait pour vous. C'est signé par l'ensemble des membres de l'espace éthique, puis ceci vous accompagner toute votre vie. Ceux qui vous ont accueillis pour réfléchir à des questions complexes. Voilà.